Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire, l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur plusieurs domaines ou sur les événements les plus éminents qui ont émaillé la scène égyptienne dans plusieurs domaines, à partir de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine du tourisme. Comme d'habitude, nous allons commencer cette édition par les activités présidentielles. Et cette fois-ci, on trouve que le chef de l'État égyptien, M. Abdel Fattah el-Sisi, bien sûr, a reçu hier le président des Émirats arabes unis. En fait, les deux responsables s'est réunis dimanche en sommet dans la ville de New Alamein pour discuter de la coopération bilatérale et des questions régionales internationales d'intérêt commun. Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et son frère, le président Abdel Fattah el-Sisi, ont également convenu lors du sommet de l'importance de renforcer les efforts conjoints arabes pour faire face aux défis communs auxquels le monde arabe est confronté. Le président émirati effectue actuellement sa première visite officielle en Égypte depuis qu'il a pris la présidence de son pays en mai dernier. Il doit participer à un sommet arabe dans la ville de New Alamein qui regroupe l'Égypte, Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'Irak et la Jordanie. Les dirigeants des 5 pays discuteront notamment des moyens de faire face aux impacts de la crise économique mondiale. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu samedi une réunion pour faire le suivi et évaluation des projets de bonification des terres au nouveau delta, au nord-Égypte et au sud de la vallée. Il a également examiné le raccordement de ces projets agricoles au réseau électrique, selon déclaration faite par le porte-parole de la présidence. La réunion a regroupé le Premier ministre, le ministre de l'Électricité, le conseiller de président pour les projets urbains et le directeur des méga-projets agricoles à venir de l'Égypte. Le président enjoint aux responsables d'assurer tous les vecteurs de succès au projet de bonification des terres, parallèlement avec la bonne gouvernance et le contrôle de la gestion, pour maximiser la productivité de ces projets. Face aux répercussions de la crise alimentaire mondiale, l'Égypte multiplie toujours les initiatives pour augmenter la superficie des terrains agricoles. Objectif, parvenir à l'autosuffisance. Donc, je dois vous laisser tout de suite avec Dalia Karam qui va vous donner plus d'informations en ce qui concerne comment l'Égypte essaye d'atteindre son objectif sécurité alimentaire qui représente l'ultime priorité de l'État égyptien. Le projet agricole Mustaqbal Masr, ou Avenir de l'Égypte, a permis de cultiver 350 000 fédans de blé, de betteraves sucrières, de soja, de coton et de tournesol, tout ceci au cours de la première phase. C'est un projet stratégique qui fournit des milliers d'emplois dans divers domaines, qui donne une forte impulsion à l'industrie alimentaire nationale et qui renforce la stratégie de l'État visant à augmenter la proportion des terres agricoles. Il fait partie d'un projet plus grand, celui du nouveau delta, a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors de l'inauguration de Mustaqbal Masr, dont l'objectif est de cultiver 2,2 millions de fédans près de l'axe d'Al-Daba, ce qui constitue un pas important vers la mise en œuvre de la stratégie agricole 2030. Il s'agit en réalité d'un projet de développement intégral qui permettra de cultiver l'équivalent de 30% de la superficie de l'ancien delta. Le projet est proche des ports d'Alexandrie, Sorna et Damiette et des aéroports du Sphinx et de Borg Al Arab et est relié aux autoroutes principales et aux zones industrielles à la cité Sadat, celle du 6 octobre et à Borg Al Arab. Il représente également une nouvelle extension urbaine pour les gouvernorats du Delta. Une étude du Centre égyptien de la pensée et des études stratégiques note que l'augmentation de la superficie agricole renforce la capacité de l'Égypte à faire face aux pénuries alimentaires en temps de crise, réduit les prix des denrées agricoles sur les marchés et crée 5 000 emplois d'ici 2025. Afin de garantir la sécurité alimentaire et combler le déficit alimentaire, le ministère de l'Agriculture a mis en place une stratégie de développement agricole durable dans le cadre de la vision Égypte 2030 et des objectifs du développement durable des Nations Unies. Selon le ministre de l'Agriculture, cette stratégie vise un taux de croissance agricole constant d'environ 4,5% par an et une plus grande compétitivité des exportations agricoles,
ainsi que des opportunités d'emploi et une amélioration du niveau de vie de la population agricole et rurale. La nouvelle stratégie prévoit une expansion horizontale des terres agricoles, mais aussi une expansion verticale en cultivant des variétés à haut rendement et en appliquant des méthodes agricoles modernes. Elle prévoit de même le développement des cultures protégées ainsi que l'amélioration de la compétitivité des exportations agricoles et de la santé des plantes et du bétail. Le gouvernement entend augmenter les investissements destinés au secteur agricole, renforcer la production animale, avicole et piscicole et modifier les modes de consommation afin de réduire les pressions sur les ressources. L'expansion horizontale comprend plusieurs projets, dont notamment le projet géant du nouveau delta, d'une superficie de 2,2 millions de fédans, le projet de développement du sud de la vallée, Toshka El Khair, d'une superficie de 1,1 million de fédans, le projet de développement du nord et du centre du Sinaï, d'une superficie de 456 000 fédans, le projet de développement de la nouvelle campagne égyptienne d'une superficie de 1,5 million de fédans, ainsi que d'autres projets en Haute-Égypte et à la Nouvelle-Vallée d'une superficie de 650 000 fédans. Ces projets représentent 3 millions de fédans, soit environ un tiers de la superficie déjà cultivée. Parallèlement à ces projets, le gouvernement a lancé un vaste projet de serres agricoles, le projet de 100 000 serres. Les serres agricoles ont permis d'augmenter les exportations agricoles égyptiennes. Les plans stratégiques mis en œuvre par l'État depuis 2014 ont permis d'atteindre l'autosuffisance dans un certain nombre de produits de base comme les légumes, les fruits, le riz, le maïs, les plantes médicinales et aromatiques, la volaille, le poisson, les œufs et la viande rouge, indique le ministère de l'Agriculture. L'Égypte occupe désormais la première place mondiale en ce qui a trait à l'exportation de certains produits agricoles comme les oranges et les fraises. L'État a commencé à travailler en vue d'augmenter la récolte de blé en bonifiant certaines régions et en soutenant les agriculteurs. La superficie cultivée en blé cette année a atteint 3,7 millions de fédans, soit une augmentation de 250 000 fédans par rapport à l'année dernière, et on s'attend à ce que près de 5 millions de tonnes de blé soient acheminées vers les silos de l'État. Toujours l'État égyptien essaye de concrétiser ce slogan « Une main qui construit, l'autre protège ». À la lumière de ça, les activités de l'exercice militaire conjoint Hercules 2 ou Hercule 2 ont démarré dimanche en Égypte avec la participation des éléments des forces spéciales de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Grèce et de Chypre en présence de la Jordanie, des États-Unis, de la République démocratique du Congo et du Bahreïn en tant qu'observateurs. Cet exercice militaire durera plusieurs jours à la base militaire de Mohamed Naguib, située dans la zone militaire nord, c'est ce qu'a fait savoir l'agence de presse du Moyen-Orient. L'exercice Hercule 2 s'inscrit dans le cadre des démarches visant au développement des relations militaires entre l'Égypte et les pays frères et amis, dans le but de consolider la coopération militaire et l'action conjointe d'une manière qui contribue à l'échange des expériences en utilisant les armes et les équipements les plus sophistiqués. De plus en plus, l'Égypte réalise des accomplissements très importants, très distingués dans le domaine de l'énergie. C'est pourquoi on trouve que pour s'affranchir de la dépendance russe en termes d'énergie, l'Union européenne cherche à multiplier ses fournisseurs. Dans cette optique, plusieurs projets de raccord des réseaux électriques entre l'Égypte et le sud de l'Europe sont en lice pour des financements de Bruxelles. Le Caire veut profiter de l'appel d'air. Deux projets titanesques concurrents ont pour ambition de relier le réseau électrique de la Grèce à celui de l'Égypte. Il s'agit pour cela de déployer des câbles sous-marins de plusieurs centaines de kilomètres de long au fond de la Méditerranée, ce qui représenterait la première interconnexion entre l'Europe et l'Afrique en Méditerranée orientale. Un seul des deux dossiers remportera l'an prochain, à l'issue d'un processus de sélection méticuleux, les financements européens nécessaires à son exécution. La volonté de relier l'Égypte à la Grèce n'est pas nouvelle, mais les récentes évolutions géopolitiques et l'objectif d'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie poussent l'Union européenne à accélérer. Le premier projet est porté depuis 2008 par la société Elika filiale du conglomérat familial grec Kapelouzos Group. Plus de 900 km de câbles d'une capacité de 3000 MW doivent contourner la Crète par l'ouest pour relier l'Attique, au nord-est d'Athènes, à la côte nord égyptienne près de la frontière libéenne.
Le second projet défendu par le groupe grec Enis prévoit quant à lui d'installer 400 à 500 km de câbles d'une capacité de 2000 MW des environs de Marsa Matruh à l'est de la Crète. La sélection entre les deux finalistes débutera en septembre 2022 et les résultats seront rendus publics en septembre de l'année suivante. À l'heure où l'Union européenne s'inquiète de sa sécurité énergétique, ces projets développés de longue date revêtent une urgence nouvelle. En mars, l'NTSO, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, a raccordé le réseau électrique ukrainien au supergrid européen en seulement un mois. Il s'agissait de répondre au débranchement du réseau russe et aussi de permettre à Kiev d'exporter sa production. C'est dans le cadre de cette volonté de multiplier les sources d'approvisionnement que l'Union européenne se tourne vers l'Afrique. Si deux câbles relient déjà les deux rives de la Méditerranée entre l'Espagne et le Maroc, la route orientale via l'Égypte présente aussi des avantages. En 2014, l'Égypte a dévoilé un plan de modernisation du réseau ferroviaire national. Une feuille de route qui vise à rompre avec les pannes, mais aussi avec les déraillements répétés des terrains entraînant de nombreuses pertes en vie humaine. Donc, en fait, dans ce prochain reportage, vous allez trouver que l'Égypte a attribué au constructeur espagnol Talgo un contrat de fourniture de 7 trains couchettes. Les explications avec notre collègue Dalia Karam. L'Égypte a dévoilé en 2014 un plan de modernisation du réseau ferroviaire national, une feuille de route qui vise à rompre avec les pannes et déraillements répétés de trains, entraînant de nombreuses pertes en vie humaine. Le constructeur ferroviaire espagnol Talgo a signé il y a environ une semaine un contrat avec le ministère égyptien des Transports et la compagnie des chemins de fer national pour livrer 7 nouveaux trains destinés aux services ferroviaires de nuit et assurer leur maintenance, ainsi que la fourniture des pièces de rechange pendant 15 ans. Les locomotives seront dotées de 126 wagons au total, soit 10 wagons de deuxième classe chacun, 5 wagons de passagers de première classe, 2 wagons restaurants et une voiture électrique. En vertu de l'accord, le constructeur fournira aussi une assistance technique à la société égyptienne CEMAF, locomotive pour la production locale de 500 wagons de passagers conformément au plan du gouvernement dont faire fabriquer localement 1000. Dans le cadre de cette feuille de route, l'Égypte avait attribué un contrat similaire à l'entreprise sud-coréenne Hyundai Rotem pour produire localement 320 véhicules de métro avec 40 trains. Talgo exécute déjà pour l'Égypte un contrat signé en 2019 avec les chemins de fer égyptiens portant sur la livraison de 6 trains voyageurs selon le ministère des Transports pour les services de jour avec des clauses de maintenance sur 8 ans. Ces différentes acquisitions s'inscrivent dans le cadre de la modernisation des chemins de fer égyptiens longtemps caractérisés par des accidents réguliers occasionnant de nombreuses pertes en vie humaine. Le ministre des Transports avait confié en mars 2021 que près de 225 milliards de livres égyptiennes, environ 14,3 milliards de dollars, seraient consacrés à ce vaste programme. Donc, d'un accomplissement à l'autre, on trouve que l'Égypte de plus en plus réalise ou se montre bien et très moderne. Cette fois-ci, nous devons passer à un autre sujet, un autre dossier très important. Il s'agit des lacs égyptiens. L'Égypte est un territoire aux 1000 facettes. Elle abrite en fait sur ses terres un passé pharaonique millénaire, mais aussi des stations balnéaires et d'autres paysages naturels très distingués. Parmi ces paysages naturels, on trouve les lacs dont on parle peu, mais ces lacs valent beaucoup le détour et dévoilent une autre facette de ce pays des pharaons. Donc zoom sur les plus beaux lacs d'Égypte. Nasser. Le lac Nasser est l'un des plus grands lacs artificiels du monde. Construit entre 1958 et 1970 suite au projet du barrage d'Aswan, il s'étend sur plus de 500 km au sud du pays. Aujourd'hui, le lac Nasser est un trait d'union entre les sites antiques les plus spectaculaires, Abu Simbel, le temple de Taka et le temple d'Amada. Les lacs de l'oasis de Siwa. À proximité de la frontière libérienne se trouve l'oasis de Siwa,
Un décor idyllique au beau milieu du désert abritant une multitude d'oliveraies, de dattiers, de palmarès et de lacs salés. Ces derniers sont réputés pour leur source d'eau chaude auxquelles on prête des vertus thérapeutiques. La plus célèbre, celle que l'on surnomme les bains de Cléopâtre. La légende raconte que la reine s'y serait baignée dans l'Antiquité lors de sa venue dans la région. Le lac Bourolos. À quelques kilomètres de la ville portuaire de Rosette se trouve le lac Bourolos. Bien plus qu'une simple étendue d'eau, le lieu est surtout l'une des plus grandes réserves naturelles d'Égypte et constitue un passage obligé pour les oiseaux migrateurs. On y recense aussi plusieurs espèces de poissons, reptiles et mammifères. Dans cet espace préservé, l'accès nécessite une autorisation. Enfin, le lac Karoun. Appelé également lac Moeris, le lac Karoun est une réserve naturelle qui s'étend sur près de 18 000 mètres carrés. Son environnement oscille entre plaine désertique et végétation abondante. Accueillant une variété d'oiseaux migrateurs en hiver. Ces eaux, quant à elles, accueillent plusieurs espèces de poissons et petits crustacés. Actuellement, je dois vous inviter à un autre voyage dans le monde égyptien. Les dauphins évoluent en groupe dans les eaux turquoises de Chab Sataya, également appelé le récif des dauphins, qui se trouve à l'extrémité sud de la zone de plongée Feri Shoal, plutôt au large de Marsa Alam, mais bien sûr sur la mer Rouge. Ils se laissent approcher, presque toucher. Les dauphins à long bec vont jouer avec vous pendant plus d'une heure. Donc ce sont en fait quelques mots de notre collègue Dalia Karam qui va être en votre compagnie dans les prochaines presque 2 minutes afin de savoir un peu plus d'informations en ce qui concerne ces dauphins très super. Qui n'a jamais rêvé de nager à la surface d'une mer turquoise et cristalline, entourée de dizaines de dauphins joueurs en totale liberté? Sataya Reef, souvent surnommé Dolphin House, situé au large de la Riviera égyptienne, est tout simplement l'un des meilleurs endroits au monde pour vivre cette expérience unique. Sataya est un récif corallien situé en mer Rouge, à environ 10 km des côtes de la Riviera égyptienne. On le rejoint uniquement en bateau. Une fois sur le récif, vous embarquerez à bord d'un Zodiac avec votre guide à la recherche des dauphins. Une fois ceci repéré, vous devrez sauter à l'eau depuis votre embarcation pour partir à leur rencontre. Sataya est un récif corallien en forme de demi-lune qui s'étend sur près de 5 km sur sa plus grande longueur. Il forme en son centre un lagon abrité et peu profond de 5 à 10 mètres en moyenne, dans lequel des groupes de dauphins à long bec pénètrent quotidiennement. Le lagon fait en effet office pour eux de refuge, loin des dangers de la pleine mer où ils peuvent se reposer et nourrir leurs petits. Cette présence quasi permanente de dauphins en fait l'un des meilleurs endroits au monde pour les observer à l'état sauvage en palme masque tuba. Il n'est pas rare de nager avec des groupes d'une trentaine d'individus curieux et joueurs, se laissant parfois observer pendant plusieurs dizaines de minutes. Ce spectacle fera sans doute partie de vos plus beaux souvenirs sous l'eau. Respectez toutefois les règles d'observation élémentaires de ces animaux sauvages qui aspirent avant tout à se reposer dans le lagon. Nagez calmement, n'essayez pas de les toucher ni de les nourrir. Mais l'observation des dauphins n'est pas garantie à 100%. Parfois, les dauphins désertent le lagon pendant plusieurs heures. Si vous avez opté pour une sortie à la journée qui n'offre que quelques heures sur le récif, il se peut que vous quittiez Sataya sans avoir pu la rencontrer. Donc, comme vous avez vu, l'Égypte est remplie de plusieurs secrets, de plusieurs paysages à vous découvrir, chers téléspectateurs. Donc, avec ce dernier paysage très super, très distingué dans la mer Rouge, avec les dauphins, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous souhaiter toujours de bons moments sur l'intérêt international.